Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Nous sommes le 6 décembre 1928. Armand Mégy, 15 ans, est blessé au bras. Il ne va pas à l'école. Il habite une ferme sur la route de Digne, à 4 km à vol d'oiseau de Valençol. Il s'ennuie dans ce lieu isolé, alors il monte à la ferme des Courlis voir son camarade Clément Richaud. Cette ferme, les Richaud la louent à son père, M. Mégy. Elle est éloignée de toute habitation et Armand doit traverser la campagne où les prés alternent avec les terres labourées et les champs d'amandiers. Tout est calme, comme toujours. Armand s'approche de l'austère bâtisse à un étage. La porte est fermée. Il frappe. Il essaie d'ouvrir, mais elle est fermée à clé. Sans doute les Richaud sont-ils aux amandes. Alors il fait demi-tour et rentre chez lui. Mais tout de même, il ne peut s'empêcher de faire part de son étonnement à son père. Tout est fermé chez les Richaud, portes et fenêtres. C'est bizarre, oui. Le père en convient, mais il est tard à présent, la nuit est tombée. On verra ça demain. Le lendemain, Armand Mégy retourne donc aux Courlis. Rien n'a changé. Tout est encore fermé. Il tambourine à la porte cette fois. Ce n'est pas normal que personne ne réponde. Il devrait être là. Le jeune garçon appelle son ami, tandis que le pressentiment d'un malheur grandit en lui. En montant à la ferme, il a aperçu un ancien valet de Richaud, un nommé Guichard, en train de labourer. Il redescend en courant pour lui faire part de son inquiétude. Guichard quitte sa charrue et se rend aux Courlis avec Armand. Ensemble, ils frappent et appellent en vain. Ils se décident à faire le tour de la ferme. Derrière le bâtiment, ils aperçoivent une bâche qui recouvre une forme. Un pied sort de dessous la bâche. À côté, le chien d'Adrien Richaud est couché et gémit. En proie à l'émotion qu'on devine, M. Guichard et le fils Mégy, qui ont reconnu le soulier et le bas du pantalon du père Richaud, s'en vont en hâte avertir la famille Mégy. Nous sommes bien au début d'une sale affaire. Quelques instants après, Madame Guichard prévient le chef de brigade Pasco à la gendarmerie de Valençol. Il avise à son tour le maire, un médecin, et lance les messages d'usage à ses chefs à Forcalquier, au parquet de Digne et à la brigade mobile de Marseille. Le temps pour chacun de sauter dans une auto et arrive sur les lieux après un voyage difficile à cause de l'état lamentable des routes, M. Bernard, procureur de la République, M. Thérin, juge d'instruction, le capitaine Prax, commandant la section de gendarmerie de Forcalquier, ainsi que M. Martin, commissaire divisionnaire, chef de la 9e brigade mobile, celle de Marseille, M. Guibal, commissaire, et messieurs Sebeil et Raoult, inspecteurs principaux à la dite brigade. Enfin, le docteur Gassin, médecin légiste à Digne, et le docteur Gaillard de Valençol. Les brigades mobiles ? Oui, les fameuses brigades du Tigre. Car les meurtriers ne sévissent pas qu'en ville. Il y a aussi des assassins dans les granges et les champs. Depuis la fin du XIXe siècle, grâce au développement des réseaux routiers et ferrés, les malfaiteurs se déplacent vite et partout. La police française n'a alors pas les moyens de traquer ceux qui se déplacent. C'est ainsi par exemple que Joseph Vacher, le tueur de bergers et de bergères, est longtemps resté insaisissable. Mais Georges Clemenceau, ancien journaliste devenu ministre de la guerre et président du Conseil, révolutionne les forces de police. Le Tigre, c'est lui. Et en décembre 1907, il crée 12 brigades de police mobile en France, formées de commissaires et d'inspecteurs de police. Elles ont pour mission de seconder l'autorité judiciaire dans certaines grandes villes de France. En 1928, elles sont au nombre de 16. Les hommes du Tigre sont entraînés au combat, bénéficient des avancées de la science en matière d'investigation et de tous les moyens modernes comme le télégraphe, le téléphone et bien sûr des automobiles très utiles pour traquer les assassins dans les Basses-Alpes, nous allons le voir.
Magistrats, policiers et gendarmes se dirigent derrière la ferme où le fils Mégy et monsieur Guichard ont vu la bâche recouvrant une forme humaine. Ils ne se sont pas trompés. C'est bien le cadavre d'Adrien Richaud qui gît là, à 2 pas du mur. La bâche soulevée, il apparaît, couché sur le côté, replié sur lui-même, la tête ensanglantée. Le malheureux a entre les jambes une de ces lampes tempêtes dont on se sert à la campagne pour sortir la nuit. Il porte le costume qu'il met ordinairement le dimanche. Autour de lui, la terre est piétinée. Son chapeau est tombé dans un jardinet attenant. Tout ceci semble à première vue établir que le fermier a dû être surpris, la nuit, la lampe à la main. Il s'est débattu contre son agresseur, mais celui-ci lui a littéralement défoncé le crâne à l'aide d'un instrument assez pointu qui pour l'instant n'a pas été retrouvé. Les médecins relèvent en effet sur la boîte crânienne un trou d'environ 11 mm de large par lequel un peu de matière cérébrale a jailli. Hélas, pour si affreux que soit le spectacle du malheureux Richaud, étendu et privé de vie, les enquêteurs doivent voir spectacle plus effroyable encore en pénétrant dans la maison. La porte est fermée à clé. Impossible de l'ouvrir du dehors. Mais les volets ont été simplement poussés. On les tire. La fenêtre est ouverte. Pasco, le chef de brigade, jette un coup d'œil dans la cuisine. Les assistants le voient reculer soudain et ils l'entendent s'écrier « C'est un massacre !» Le mot, hélas, n'est que trop vrai. C'est un massacre dont toute l'horreur apparaît lorsque de l'intérieur on ouvre la porte. Dans la cuisine, il y a 4 cadavres étendus. En entrant, on heurte presque le corps de l'infortuné valet de ferme, Amodric, replié sur lui-même, le bras protégeant sa tête dans une attitude de défense. 2 pas plus loin, en face de la fenêtre, c'est le cadavre de Clément, celui-là même que le fils Mégy venait chercher, insouciant. Le jeune Clément repose le visage contre le sol. Un peu plus loin, c'est la mère, étendue sur le dos et tout contre elle, leurs 2 têtes se touchant, son plus jeune fils. Partout, de larges taches de sang. Sur le sol, au bas des murs, sur la porte même. Le désordre le plus complet atteste que là aussi, les infortunées victimes ont tenté quelque résistance. Des chaises brisées montrent que l'assassin ou les assassins se sont servis de tout ce qui leur est tombé sous la main pour se livrer à cet atroce massacre. De ces 4 victimes, pas une qui n'ait été assommée. Le domestique, lui, a dû commencer à être frappé dehors. Peut-être en entendant les cris de son maître est-il sorti pour se porter à son secours. Il y a devant la porte des taches de sang et des traces de lutte, mais il est venu s'abattre, ou peut-être l'a-t-on porté à l'intérieur, le crâne fracassé. Clément porte une blessure assez large qui a écrasé et fait éclater la boîte crânienne. Quant à la maman et au pauvre petit innocent mort à côté d'elle, ils ont été frappés avec une violence inouïe à l'aide des barreaux des chaises brisées. Les coups ont été portés avec une violence telle qu'on retrouve des échardes de bois emmêlées dans leurs cheveux. Continuant leur visite, les enquêteurs pénètrent dans les autres pièces, 2 chambres attenantes à la cuisine et la chambre d'Amodric comprise dans les dépendances. Là, tant dans les premières que dans l'autre, tout a été fouillé. Les lits sont défaits, les tiroirs sont tirés et leur contenu sans dessus-dessous. Une armoire a été visitée de fond en comble. À première vue, le vol paraît être le mobile de ce crime abominable. Le vol, soit, mais combien ? Il est probable qu'il ne s'agit pas d'une bien grosse somme. D'après les premiers renseignements, les Richaud, braves gens laborieux, n'avaient pas plus de 2 ou 3 000 francs d'économie. C'est donc pour 2 à 3 000 francs qu'un ou plusieurs individus se sont livrés à cette effroyable tuerie. Pour l'instant, le champ des hypothèses est largement ouvert et les policiers n'ont aucun soupçon. Ils pensent que ce crime pourrait fort bien être l'œuvre d'un vagabond qui, couchant par exemple dans la grange, aurait tué Richaud à la suite d'une discussion. Puis, pour supprimer les témoins de son crime, aurait sauvagement assommé la femme, les enfants et le domestique. Après quoi, il aurait volé. Tout ça n'est qu'une hypothèse fragile que l'enquête pourrait fort bien emporter comme fétu de paille.
Sans doute va-t-elle aller bon train, puisque le journaliste du Petit Marseillais conclut ce premier article sur la tuerie en disant que M. Martin, le distingué commissaire divisionnaire, M. Guibal, l'excellent commissaire, et leurs collaborateurs, deux parmi les meilleurs, demeurent à Valençol avec le capitaine Prax pour reprendre leur enquête à la première heure. Ils sont bien décidés à mettre tout en œuvre pour que le ou les coupables de cet horrible forfait n'échappent pas au juste châtiment qui les attend. Vous savez, chères auditrices et auditeurs, que je m'amuse souvent des louanges que les journalistes parisiens ne manquent jamais d'adresser à la police. C'est la première fois que je vous emmène en Provence, et j'étais curieuse de découvrir les rapports entre la presse et les forces de l'ordre dans le Midi. Eh bien, ils sont excellents. On ne peut rêver mieux. Tout au long de cette traque des assassins de Valençol, le journaliste du Petit Marseillais ne tarit pas d'éloges à l'encontre du distingué juge d'instruction, de l'habile commissaire et de ses meilleurs agents. La brosse à reluire ne chôme pas ici non plus, c'est donc un outil des plus communs. À Valençol règne une animation inaccoutumée en ce 8 décembre 1928. Ce riant chef-lieu d'un canton prospère est plutôt le rendez-vous des touristes et des estivants que celui des policiers. L'émotion causée par l'effroyable tragédie qui vient d'ensanglanter la commune se mêle chez la population de Valençol à un sentiment de curiosité. Sur la coquette place Thiers, dans les petites rues nettes et claires qui grimpent vers le plateau fertile où poussent l'amandier, le blé et l'orge, des groupes se forment. Les visages sont empreints de gravité, mais les regards interrogent. Dès 6h30 ce matin, une véritable caravane d'automobiles et de sidecars a quitté la bourgade à peine éveillée. Le parquet de Digne, la brigade mobile et la gendarmerie retournent sur les lieux de l'atroce tragédie. La ferme des Courlis, on l'a dit, se trouve en pleine solitude au milieu d'un désert qui, en dépit de sa fertilité, peut évoquer la brousse africaine. La majesté de ce lieu sauvage, où règne un silence impressionnant, est accrue par la perspective des cimes neigeuses des Alpes qui se profilent à l'horizon. Cette ferme, désormais, les gens du pays l'ont déjà baptisée la ferme du massacre. Aussitôt arrivés, les autorités judiciaires décident de procéder à un examen détaillé des lieux qui, hier, en raison de la nuit rapidement venue, n'ont pu être visités que d'une façon assez sommaire. Réunis dans la ferme des Courlis, les enquêteurs procèdent à une sorte de reconstitution du crime, reconstitution faite par petits morceaux, si l'on peut dire, au fur et à mesure des constatations. Ils commencent par une reconnaissance des lieux. La ferme se compose de 2 corps de bâtiments. Le principal comprend les locaux d'habitation, une chambre et une grande cuisine au rez-de-chaussée et 2 chambres à l'unique étage de l'immeuble. À gauche sont l'écurie où 4 chevaux sont au râtelier. À droite, un atelier où M. Richaud rangeait tous ses outils et au-dessus, une grange. L'autre bâtiment comporte au rez-de-chaussée un poulailler et une porcherie. Par 2 escaliers extérieurs branlants aux planches mal jointes, on peut monter d'une part au pigeonnier, d'autre part à une modeste chambre à coucher qui était celle du domestique. Minutieusement, avec d'infinis scrupules et ne laissant pas le moindre recoin inexploré, les magistrats commencent leur visite. Derrière la maison se trouve l'endroit où on a retrouvé le cadavre de M. Richaud. On voit nettement l'emplacement du corps. Une flaque de sang coagulée désigne l'endroit où reposait la tête du malheureux affreusement broyée. L'examen des lieux semble établir que M. Richaud a été attaqué au moment où il allait prendre de la paille d'orge pour préparer sans doute la litière de ses chevaux. Quoi qu'il en soit, il apparaît que le malheureux fermier a reçu une première blessure à la tête, puis est tombé à la renverse sur le grillage qui entoure le petit jardin potager. Le chapeau ensanglanté a roulé dans un carré de salade. Les investigations se poursuivent autour du bâtiment principal. On relève des gouttes de sang sur le sol de la cour, devant la fenêtre par où s'est enfui l'assassin après avoir fermé la porte par l'intérieur. Plusieurs petites pierres portent des traces sanglantes.
C'est là sans doute que le domestique, Louis Amodric, a été tué ou a reçu une première blessure. Après quoi, il aura été transporté dans la cuisine par l'assassin. Devant la porte se trouve une casquette qui est sans doute celle du domestique. Des traces de sang ont été découvertes aussi sur l'appui de la fenêtre, sur le petit escalier branlant qui, de la cour, donne accès à la chambre du valet de ferme. Dans cette chambre où règne un grand désordre, les enquêteurs font aussi des constatations. Ce désordre n'est d'ailleurs qu'apparent, car la malle de l'infortuné Amodric n'a été fouillée que d'une façon très superficielle par l'assassin. Ce dernier n'a pas pris le portefeuille du domestique qui contenait un titre d'épargne et une somme de 775 francs. Pour pousser leurs investigations dans le principal bâtiment, les magistrats attendent l'arrivée du docteur Bérou, chef du laboratoire de police de Marseille. Il arrive à midi, assisté de ses collaborateurs, et bientôt, les enquêteurs pénètrent dans la cuisine. Il faudrait la plume d'un Edgar Poe pour dépeindre le spectacle d'horreur qu'offre cette pièce. À terre gisent les cadavres affreusement défigurés des victimes. La pose du garçon de ferme, dont les bras couverts de blessures sanglantes paraissent avoir voulu parer les coups, est la plus impressionnante. Mais ce qui frappe de stupeur, ce sont les vestiges de toutes sortes qui jonchent le sol. Avec une sorte de folie sanguinaire, le ou les assassins ont fait usage dans leur monstrueuse besogne de tout ce qui se trouvait à portée de main. Les sièges, surtout, leur ont servi à fracasser les crânes de leurs victimes qui ont littéralement volé en éclats. Les chaises sont en miettes. À un barreau provenant de la chaise haute du petit de 3 ans, on a trouvé des lambeaux de cuir chevelu paraissant avoir appartenu au pauvre bébé. Un énorme galet de ceux que les paysans utilisent souvent en guise de chauffe-lit après les avoir placés dans le feu de leur cheminée est recouvert de sang et de matière cérébrale. Sous cette arme redoutable, les cervelles ont jailli. Des briques et des pierres ont servi aussi à l'atroce massacre. Pendant que M. Bérou s'occupe à rechercher les empreintes digitales sur les meubles et sur les vitres de la fenêtre par où se sont enfuis les assassins, le procureur et le commissaire divisionnaire font une reconstitution de l'état des lieux juste avant le crime. Madame Richaud devait être sur le point de laver la vaisselle après le repas du soir. À ses côtés, dans ses jupes, jouait son plus jeune fils. L'autre, Clément, âgé de 10 ans, lisait assis au coin du feu sur une chaise un petit livre qu'on a retrouvé là. Sur la table, 2 verres ayant contenu du vin. Ces verres sur lesquels les assassins peuvent avoir laissé des empreintes vont faire l'objet d'un minutieux examen du docteur Bérou. À ce stade, les enquêteurs formulent 2 hypothèses. D'une part, celle de bandits arabes faisant usage des armes habituelles chez les criminels du bled, à savoir la matraque et le caillou. Ou bien le quintuple assassinat, nullement prémédité, a été commis dans un accès de folie ou de colère par un familier de la ferme qui a voulu s'assurer l'impunité en ne laissant la vie à aucun des membres de la maisonnée susceptible de le désigner à la justice. Ces 2 hypothèses s'écroulent quand à 15h30, le légiste entame sur la table de la grange l'autopsie des 5 cadavres. En effet, il était acquis que les habitants de la ferme des Courlis avaient péri assommés sans avoir reçu préalablement d'autres blessures. Or, à peine le médecin a-t-il déshabillé le corps de Madame Richaud qu'il révèle 4 blessures produites par une arme à feu. Une en pleine poitrine, à hauteur du cœur, une au bras gauche et 2 à la tête. Une seule balle est retrouvée. Elle est du calibre 7,65 et a été tirée par un pistolet automatique. L'autopsie du corps de M. Richaud révèle également une balle dans la nuque. Tout permet de supposer que l'autopsie des 3 autres cadavres aboutira elle aussi à des constatations identiques. Il y a donc lieu de penser que le ou les assassins, après avoir abattu leurs victimes à coups de revolver, se sont acharnés sur elles pour les achever en leur défonçant le crâne. Bonjour à vous qui écoutez cet épisode de Sale Affaire, le 28e de la série, mais le premier qui ne soit pas entrelardé de publicité. Je la déteste encore plus que vous.
Elle défigure mon travail. En janvier 2026, malgré son omniprésence, elle m'a rapporté 103 euros. Ce n'est pas assez pour vivre. Alors avec cet épisode sans publicité pendant mon récit, je fais le pari de compter sur vous qui appréciez mon travail et aimez mes récits. Quelques euros et l'aventure continuera. Mais ne donnez pas via YouTube qui garde 30% de chaque don. Je vous mets dans la description un lien vers ma page Tipeee qui vous permet de donner le montant que vous voulez. Pour des récits sans coupure publicitaire, je fais de mon mieux, je cherche des sponsors et je compte sur vous. Merci. Le fait que le revolver ait parlé semble établir que les auteurs sont des bandits professionnels. Quoi qu'il en soit, par la vertu de quel ignoble courage le ou les assassins ont-ils eu la force d'assommer ce pauvre bébé de 3 ans, alors que tant de criminels endurcis font grâce dans l'accomplissement de leur pire forfait à l'innocence des tout-petits? Tandis que l'homme de l'art opère, la brigade mobile et la gendarmerie recueillent de nombreux témoignages parmi la population valençolaise, et plus particulièrement dans les fermes avoisinantes. C'est ainsi que les dépositions du jeune Mégy et de sa mère retiennent l'attention de la justice. D'après elle, un individu suspect s'est présenté à la ferme des Mégy le dimanche 2 décembre dernier à 15 heures, c'est-à-dire quelques heures avant l'heure probable du crime. C'était un homme paraissant âgé de 20 ans au plus, mince, plutôt petit, vêtu d'une veste noire et d'un pantalon kaki à raies noires, coiffé d'une casquette et chaussé de pantoufles avec une semelle de caoutchouc. Il avançait en se dandinant, les mains dans les poches, et parlait avec l'accent des faubourgs de Paris. Il voulait savoir s'il y avait du travail dans la région. Les Mégy lui ont répondu négativement. Puis il est parti par le petit chemin qui peut conduire à la ferme des Courlis. Le signalement de cet individu a été transmis à toutes les gendarmeries. Un autre fait attire l'attention des enquêteurs. Amodric, le valet de ferme, avait une bicyclette verte achetée récemment. Elle n'a pas été retrouvée. Qu'est-elle devenue? D'après un témoin, elle était samedi soir accrochée à sa place dans l'atelier où M. Richaud rangeait ses outils. Et ce dimanche, Amodric n'a pas bougé de la ferme. L'après-midi, seul M. Richaud est sorti pour aller jusqu'à Valençol faire une partie avec des amis. À 5 heures d'ailleurs, le fermier rentrait chez lui et le crime a dû avoir lieu peu de temps après. L'assassin ou les assassins ne seraient-ils pas partis avec la bicyclette du valet de ferme? L'hypothèse est soutenable. Si elle se confirme, l'enquête aura certainement fait un grand pas. La justice suit cette piste sans toutefois négliger les indices qui pourraient l'amener à aiguiller ses recherches dans d'autres directions. Mais il convient de ne pas entraver son action. De la part des journalistes, toute excessive indiscrétion serait en pareille matière une sorte de trahison. Bornons-nous donc pour aujourd'hui à souhaiter que l'activité de M. Martin, le distingué commissaire divisionnaire, et de son collaborateur M. Guibal aboutisse bientôt à l'identification et à l'arrestation de ces monstrueux assassins. L'opinion publique tout entière, émue à juste titre d'un si odieux forfait, demande, exige la découverte du ou des coupables et leur inexorable châtiment. Dès le 7 décembre, toutes les brigades de gendarmerie organisent des barrages à tous les points de passage obligés. Les policiers de tout le sud-est sont sur les dents. Mais aucun nouvel indice sur l'identité des bandits, sur leur signalement, sur le chemin qu'ils ont pris, ni même sur leur nombre n'a pu être recueilli. Mais M. Guibal, l'habile commissaire de police mobile, a une certitude. La bicyclette de l'infortuné Amodric, volée par les assassins, a été vue lundi matin à Volx, situé à 30 km de là. Dès l'aube, accompagné de son dévoué collaborateur Sébeil et de l'inspecteur Raoult, l'avisé magistrat se met en campagne. Au même moment, les journalistes du Petit Marseillais quittent Valençol et se dirigent à
toute allure vers Volx, dans le sillage de la police. Après une randonnée à travers les paysages pittoresques de cette partie des Basses-Alpes, les voici arrivés dans la charmante commune où les a précédés M. Guibal. Tandis que les enquêteurs procèdent à leurs investigations, les journalistes interrogent un habitant, M. Sabatier, qui a vu lundi l'un des assassins. Il déclare qu'il se trouvait le 3 décembre entre 6h30 et 7h du matin dans un débit de boissons dont le propriétaire est un de ses amis. Pénètre alors dans l'établissement un homme âgé d'environ une vingtaine d'années. 1,70 m, il est vêtu d'une veste marron, d'un pantalon sombre et coiffé d'une casquette à visière cassée. Brun, le nez épaté, le visage point trop antipathique, l'individu a l'air d'un modeste ouvrier des champs. Il tient à la main une bicyclette verte. Comme M. Sabatier est seul dans l'établissement, il s'offre à servir le nouveau venu qui commande un café bien chaud. Tandis qu'il le boit, M. Sabatier a la curiosité d'examiner la bicyclette appuyée contre le mur. Sur la plaque, il lit le nom du propriétaire. Louis Amodric. Une fois son café bu, l'individu lui demande de lui échanger des pièces d'or et d'argent contre la valeur nominale. Sabatier accepte de lui donner pour 20 francs en or et 1 franc en argent, 2 billets de 10 francs et un jeton d'1 franc. Puis l'homme part après avoir réglé sa consommation. Pendant que M. Sabatier parle aux journalistes, le commissaire Guibal perquisitionne dans les fermes environnantes. Tout à coup, le voici qui revient en toute hâte. Il a fait une découverte sensationnelle. Dans une grange ouverte à tout vent située en contrebas, le commissaire vient de découvrir les papiers de M. Richaud, l'infortuné fermier de Valençol. La majeure partie de ces papiers est déchirée en petits morceaux, mais il en reste quelques-uns entiers, parmi lesquels un reçu nominatif. Incontestablement, les assassins sont passés par là. Ils se sont abrités dans cette grange, sans doute pour y faire le partage de leur butin et pour y passer la nuit. Les policiers relèvent les traces de ce séjour. Dans la poussière recouvrant le sol, ils distinguent l'empreinte de 2 pieds chaussés d'épaisses chaussettes de laine. Voilà pourquoi l'un des fugitifs a dû quitter ses chaussures. Pendant leur trajet entre Valençol et Volx, les souliers des 2 hommes ont probablement été mis à rude épreuve. Quoi qu'il en soit, ils sentent lundi matin la nécessité d'en avoir 2 neufs. Aussi, tandis que l'un d'entre eux demeure dans la grange, l'autre se rend à Volx pour en acheter pour lui et son camarade. Passant devant le débit de boissons, il sent le besoin d'avaler un café chaud et c'est ainsi que M. Sabatier peut le voir, lui parler et repérer la bicyclette. Puis le bandit achète dans un magasin 2 paires de chaussures en toile épaisse à semelles de corde. À présent, c'est certain, ils sont 2. Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs recherchent ce qu'ont pu devenir les 2 criminels à la suite de cet achat. Rapide enquête. Soudain, un nouvel indice. Et d'importance. On signale le passage des 2 jeunes gens à la gare de Volx. Vers 10h du matin, affirme la tenancière du buffet de cette gare, 2 individus dont l'un répond exactement au signalement déjà connu arrivent à la gare. L'autre, plus petit, la figure poupine, les cheveux blonds, paraît âgé de 18 ans, à peine. Il est vêtu d'un costume de toile grise. L'un des 2 hommes conduit une bicyclette verte. Chacun d'eux porte un paquet paraissant contenir des vêtements usagés et de vieux souliers. Quand ils arrivent à la gare, le train à destination d'Apt vient de partir. Ils en témoignent quelques mécontentements, puis décident de déjeuner au buffet. Puis, ils apprennent que le train suivant ne passe qu'à 11h25. Ils laissent leur paquet et leur bicyclette et vont faire une promenade en ville. Vers 11h, ils reviennent, s'attablent à nouveau et se font servir un repas complet. Laissez-moi vous rappeler, chères auditrices et chers auditeurs, que si ces 2-là sont bien les fugitifs recherchés par la police, ils ont tué 5 personnes la veille, dont un enfant de 3 ans. On ne peut pas dire qu'ils semblent avoir lourd sur la conscience. Ils n'ont pas encore entamé leur dessert que le train de 11h25 entre en gare. Les 2 voyageurs abandonnent précipitamment leur repas,
paient l'addition et courent sur le quai où ils arrivent juste à temps pour monter dans le wagon. Ils sont partis depuis un long moment quand un employé de la gare s'aperçoit que la bicyclette est encore là. Il ne s'en préoccupe pas davantage. Qu'est devenue aujourd'hui cette bicyclette? On n'en sait rien. Alors commence pour les enquêteurs, autant policiers que journalistes, un véritable raid à travers la campagne. Il s'agit pour eux de suivre les traces des bandits qui se sont embarqués à Volx sans billet. Il est donc impossible de savoir à quelle gare ils ont pu s'arrêter. À toute allure, les automobiles s'élancent sur la route qui longe la voie ferrée. Voici, après 1000 détours à travers un paysage accidenté, qu'on s'arrête à la gare de Saint-Même-Dauphin, dont le personnel déclare n'avoir pas vu descendre du train les personnages en question. Pas mieux aux gares suivantes. C'est à la gare de Reillanne, au moment où messieurs Guibal et Sebeil remontent dans leur voiture, que les journalistes obtiennent un précieux renseignement. Le chef de train se souvient nettement d'avoir aperçu à la portière les 2 individus suspects. Avec cette précieuse information, les journalistes repartent sous la pluie qui tombe et rend difficile la marche toujours accélérée des autos. Enfin, la gare d'Apt. L'un des employés a vu les fugitifs. L'un d'eux a demandé si pour se rendre à Cavaillon, les voyageurs doivent changer de train. On lui a répondu que non. Il faut donc repartir, rejoindre le train jusqu'à Cavaillon. Mais un garde champêtre apporte un renseignement qui, sur le moment, paraît devoir retenir l'attention. Dans une maison close d'Apt, il a découvert 2 hommes paraissant répondre au signalement des bandits. On court rue Traversière du Septier, mais c'est pour découvrir 2 ouvriers italiens en goguette. On repart. Sur la route, on croise 2 jeunes gens à bicyclette conduisant un 3e vélo de couleur verte. Arrêt. Interrogatoire. Rien à voir. On repart. Si policiers et journalistes traquent tous les cyclistes des Basses-Alpes, ils ne sont pas arrivés à Cavaillon. D'autant plus qu'à chaque barrage policier, l'auto du magistrat enquêteur s'arrête pour donner des instructions. À la gare de Beaunieu, aucun signe des fugitifs. Cavaillon, enfin. Quelqu'un a-t-il vu les 2 abominables assassins? Oui, la fille de la tenancière du buffet de la gare. Elle a vu, lundi après-midi, 2 individus de mauvaise mine et les a montrés à sa mère. Elle a convenu qu'ils étaient sans doute capables de mauvais coups. Ils sont arrivés par le train d'Apt, se sont attablés à la buvette et ont mangé des sandwichs. Ils ont pris le train pour Avignon à 17h18. Ils ne transportaient aucun paquet. Les assassins s'éloignent donc encore, tout en semant des indices sur leur passage, comme la bicyclette abandonnée et les papiers laissés dans la grange. Mais ce n'est pas tout. Les policiers restés à Valençol en ont recueilli d'autres. Poursuivant leur enquête de voisinage, ils apprennent qu'on a vu rôder dans les environs de la ferme des Courlis, aux approches du jour du crime, un jeune homme qui, l'an dernier, a été employé par Adrien Richaud comme ouvrier agricole. Cet individu est resté 1 mois et demi à la ferme. C'est bien lui qu'on a vu ces jours-ci. D'autre part, il y a dans cette effroyable tuerie une chose qui n'a pas manqué de frapper M. Guibal. Pourquoi le meurtre des enfants? Si endurcis qu'ils puissent être, des bandits ne tuent pas des enfants sans motif. Or, les 2 fils de l'infortuné Richaud n'étaient pas redoutables. La seule raison valable est la suppression de témoins gênants. De là à imaginer que l'assassin ou l'un des assassins était connu des enfants, il n'y a qu'un pas vite franchi par ces policiers qui réfléchissent. Et cet ancien ouvrier qui a travaillé à la ferme des Richaud, les enfants le connaissent bien sûr. Il se nomme Alexandre Huguetto. Cerise sur le gâteau, le signalement de cet Huguetto correspond à celui d'un des 2 fugitifs. Il n'y a plus à hésiter. Monsieur Thérin, juge d'instruction, délivre aussitôt un mandat d'arrêt contre cet Huguetto qui, pendant son séjour au Courlis, a suffisamment manifesté sa brutalité et sa violence pour qu'on le soupçonne du quintuple meurtre. Huguetto est originaire de Loris-sur-Durance dans le Vaucluse, situé à 70 km de Valençol.
Monsieur Guibal et ses collaborateurs s'y rendent pour essayer de retrouver sa trace. Comme il se trouve à la gendarmerie de Loris, le téléphone sonne. C'est la gendarmerie de la Grand-Combe, dans le Gard, qui téléphone. Et savez-vous ce que dit le chef de brigade de la Grand-Combe à son collègue de Loris? Qu'il a sous la main 2 individus suspects, dont l'un se nomme Alexandre Huguetto. Il se dit né à Loris. Est-ce que c'est exact? Le chef de poste qui reçoit cette communication se tourne vers M. Guibal et l'informe que son principal suspect a été arrêté. 2 minutes après, l'auto de police mobile file plein gaz sur la route qui mène vers Alès et la Grand-Combe. C'est évidemment une coïncidence, mais elle n'est pas due seulement au hasard. Le signalement des 2 clients du café de Volx a été largement diffusé, non seulement à travers le département des Basses-Alpes, mais encore à travers tous les départements du Sud-Est. Les gendarmes de la Grand-Combe sont, comme tous leurs collègues de la région, en éveil. Leur attention a particulièrement été attirée par les faits et gestes de ces 2 jeunes gens qui habitent depuis quelque temps sur la commune. L'un d'eux est justement cet Huguetto dont le signalement, chose curieuse, correspond en tout point au signalement de l'un des 2 individus signalés à Volx. En ce qui concerne l'autre, le signalement correspond aussi. Il y a quelque chose de suspect dans l'attitude de ce jeune homme et de son compagnon, un jeune Polonais qu'on ne connaît que sous le nom de Joseph. Le duo a quitté la Grand-Combe une semaine auparavant sans un sou. Ils reviennent avec de l'argent. Ils se sont notamment habillés de neuf à Avignon. Dès qu'ils sont en possession de ces renseignements, nos braves gendarmes décident de s'assurer de la personne des 2 compagnons si subitement enrichis. On les met à l'ombre et on verra après. Les 2 loustics se laissent arrêter sans mot dire et conduire à la gendarmerie. Là, le maréchal des logis, Vincent, leur demande leur identité. Ils ne font aucune difficulté pour avouer qu'ils s'appellent l'un Huguetto, l'autre Witkowski. C'est tout. Le chef de brigade se garde bien de leur souffler mot de l'affaire de Valençol. Il les fait mettre tout de suite en cellule et téléphone à son collègue de Loris, où justement, comme nous l'avons vu, se trouve M. Guibal. Enfin, se trouvait. C'est à peine si le chef de police a eu le temps de raccrocher que le commissaire Guibal arrive à la gendarmerie de la Grand-Combe. Il interroge d'abord Huguetto. Interrogatoire bref, que je n'invente pas. Escorté par un gendarme, Huguetto entre dans la pièce où l'attend le commissaire. Ce dernier se lève et lui dit ces seuls mots : « À genoux, misérable !» Huguetto se précipite alors aux pieds du commissaire en implorant son pardon. Il avoue que c'est bien lui, oui, c'est bien lui qui, avec son ami Joseph, a tout fait. Oui, il connaît Richaud. Oui, il a travaillé à la ferme des Courlis. Les 2 jeunes gens sont allés chez lui le dimanche soir parce qu'ils avaient décidé de dévaliser le fermier. Ils se présentent comme des ouvriers cherchant du travail. Monsieur Richaud a confiance, il reconnaît Huguetto. Il leur propose de passer la nuit à la ferme et, porteur d'une lanterne, il les conduit vers la grange. Au moment où ils se disposent à gravir l'échelle conduisant dans cette partie de la ferme, Huguetto lui tire un coup de revolver. Et pendant qu'Huguetto le tue derrière la ferme, Joseph tient le valet en respect. Mais le valet se fait menaçant. Alors Huguetto vient à la rescousse et tue aussi le valet. Mais et la malheureuse Madame Richaud? Huguetto avoue aussi ce crime, car elle le connaissait et elle se défendait. Et les enfants? Pendant que Huguetto tuait la mère, l'aîné des 2 petits l'a frappé à coups de chaise. Alors? Ici, l'abominable criminel balbutie quelques mots, n'ose même plus avouer qu'il a tué l'aîné et le plus jeune, frêles et innocentes victimes. Aux questions de M. Guibal, il fait un signe de la tête et demeure silencieux. Son complice Witkowski
qui n'est âgé que de 16 ans, confirme en tout point ces déclarations. Ces aveux obtenus, M. Guibal se dispose à conduire les assassins à Digne entre les mains du juge d'instruction. Non, de l'excellent juge d'instruction, M. Thérin, qui l'attend ainsi que M. Bernard, le distingué procureur de la République. Mais le trajet est long de la Grand-Combe à Digne, et les policiers ont fourni depuis jeudi un effort surhumain, ne ménageant ni leur temps ni leur peine, mangeant sur le pouce, ne dormant pas. Aussi, M. Guibal s'arrête-t-il à Nîmes et confie-t-il les 2 assassins au geôlier de la maison d'arrêt. Comme s'il ne l'avait pas déjà largement fait, le journaliste du Petit Marseillais termine son article du 10 décembre en soulignant le zèle et l'intelligence déployés par la 9e brigade mobile, ainsi que sa rapidité, sous l'impulsion de leur chef M. Martin, commissaire divisionnaire qui s'est rendu le premier jour sur les lieux, laissant ensuite opérer ses collaborateurs, de M. Guibal, commissaire plein de finesse, de M. Sébeil, inspecteur principal, l'un des as de la brigade, policier modeste, mais qui pourrait s'enorgueillir de remarquables états de service, et de M. Raoult, un excellent limier. Tous ont conduit cette enquête avec une incomparable maestria, puissamment aidés par les gendarmeries de Valençol, de la Grand-Combe et de Loris. Le crime abominable de la ferme des Courlis ne demeurera donc pas impuni grâce à l'efficacité de la police et de la gendarmerie. Il nous reste à souhaiter que la justice fasse preuve de la même célérité. Mon récit sur la traque des assassins de Valençol s'achève. J'en suis tout essoufflé. Dites-moi en commentaire si vous désirez connaître la suite, c'est-à-dire l'instruction, le procès et les débats qu'ont engendré cette tuerie perpétrée par 2 jeunes garçons. Dans ce cas, ils feront l'objet d'un prochain épisode. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce au site Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.